vous l'avez promis, un classé du plus spécial pour cet été. Ouais. Et donc bon, la plupart d'entre vous l'attendaient un petit peu au mois de juillet. C'est vrai qu'on a pris notre temps pour la préparer, mais il y a une raison à cela. Déjà, on a pris des vacances, mais également, on a attendu qu'il y ait une petite actualité sympathique, puisque la fin de saison n'était pas top pour les jeux 18+. Alors que là, au mois d'août, on a eu vraiment des très bons titres qui seront critiqués dans ce numéro. Et Carrément. donc c'est quand même un classé du plus spécial. C'est la dernière d'une Voilà, c'est la époque. dernière d'une époque de la saison, en tout cas, On a un symbole. à l'image de Jean-Michel, avec qui il faut prendre des pincettes. Jean-Michel qui est fatigué. Jean-Michel qui a vécu, ouais, en fin de vie. Donc vous pouvez constater, ça nous a pété à la gueule à plusieurs reprises. Du coup, Jean-Mi, respect, mais la saison prochaine, On le remplace. Nouveau casting de bougie. Voilà. Et tout de suite, le sommaire. On commence ce classé 18+, avec la critique de Crackdown 2 sur Xbox 360. On enchaîne avec la critique du très attendu Limbo. Suivi, comme d'habitude, de 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. On va également avoir un petit reportage consacré à Medal of Honor qui sort mi-octobre. Showtime, consacré ce mois-ci à un jeu bizarre. Et en toute fin d'émission, une critique très attendue, celle d'un des blockbusters de cet été, Can Unleash 2. Mais tout de suite, Les news. On attaque ces news 18+, avec de nouvelles images de Vanquish, le TPS signé Mikami Shinji et Platinum Games. Ce trailer est consacré à l'offre de précommande du jeu qui permet d'accéder à un pack exclusif comprenant 3 armes spéciales. Sachez également, pour les plus impatients, qu'il sera possible de télécharger la démo du jeu dès le mercredi 1er septembre sur Xbox Live et PlayStation Network. Nommée Velocity Attack, celle-ci permettra en fait de jouer au niveau présenté sur grand écran à l'occasion du dernier Japan Expo, celui se terminant sur un affrontement avec l'Argus, un robot géant. Une bonne façon de tester par vous-même la jouabilité de ce titre qui s'annonce tout simplement énorme. D'autant que la démo proposera 2 niveaux de difficulté, relax et normal. Ubisoft a révélé il y a peu le contenu de l'édition limitée européenne de son très attendu Assassin's Creed Brotherhood. Ce coffret Codex comprendra ainsi un coffret collector Renaissance, une carte de Rome, la toute nouvelle ville de cet Assassin's Creed 2.5, un DVD de linéage, un codex exclusif, un DVD bonus avec la bande son du jeu, 2 maps pour le solo ainsi que 2 personnages pour le multi, soit Harlequin et Agent. En plus de ce coffret, sachez qu'une édition collector auditorée, un peu moins riche, sera aussi mise à la disposition des fans. Celle-ci se présentera sous la forme d'une boîte affichant un portrait 3D thermoformé d'Ezio. Pour rappel, Assassin's Creed Brotherhood permettra toujours d'incarner Ezio pendant une grosse quinzaine d'heures, nous promettons, en solo. Il sera cette fois-ci possible de recruter et de former des assassins qui pourront vous accompagner et surtout, un mode multijoueur permettra désormais de s'assassiner entre amis. Pour rester dans les éditions collector de blockbuster de fin d'année, voici celle appelée Prestige de Call of Duty Black Ops. Vous voyez ce petit véhicule radioguidé? Plutôt cool, non? Perso, ça me rappelle le film La Dernière Cible, le tout dernier inspecteur Harry, où Clint traquait un terroriste qui faisait exploser ses cibles à l'aide de petites voitures télécommandées, justement. Eh bien, sachez que la voiture que vous voyez sur cette vidéo, la RC-XD, sera également présente en vrai dans le coffret collector du prochain Call of. Après une pléiade d'éditions collector qui risque de coûter la peau des fesses, on s'offre un petit moment de détente 18+, avec la dernière vidéo cinématique de Fear 3. We were brothers, prototype commanders in the emerging field of psychic warfare.
I was the favorite. He was the first prototype. A failure. Get up. I said get up! This is our moment, brother. This is where we stand together. We can become unstoppable. We can become like gods. You're too weak. Too weak for mother. That's more like it. Time to play. We are brothers, bound by blood. Bonne nouvelle pour les amoureux de l'Ouest Rockstar Games américain, présente Rockstar est revenu au galop cet été Adventure avec un tout nouveau Red Dead pack Redemption. sobrement intitulé Légende et Tueur. Ce dernier contient des nouveautés destinées à enrichir l'expérience, comme de nouveaux environnements tels que la ville moderne Blackwater ou la rivière marécageuse couverte par la brume. Cerise sur le gâteau, les fans de la première heure retrouveront 8 personnages issus de Red Dead Revolver, premier épisode de la franchise sortie en 2004 sur PS2, parmi lesquels on retrouve Red Harlow, Jack Swift, Annie Stokes et Shadow Wolf. Le pack propose des combats d'emblée. Au-delà des niveaux, Légende et Tueur est l'occasion de tester de nouveaux instruments de mort. Et pour que les amateurs d'armes coupantes ne se sentent pas lésés, Rockstar a pensé à eux. Du tomahawk aux armes de jet, le studio semble vouloir satisfaire toutes les sensibilités. En plus de ces ajouts dans le gameplay, le pack contient de nouvelles opportunités pour gagner des trophées. Disponible pour 800 points sur le XBLA et environ 10 € sur le PSN. Si vous avez la sensation de vous faire braquer, c'est volontaire. Because la thématique du jeu. Yippee-yay, there'll be no wedding bells for today. 'Cause I got spurs. Pour son Fallout New Vegas, Bethesda Softworks s'est offert un prestigieux casting de voix hollywoodienne. En vrac, on retrouvera Ron Perlman, un habitué de la série aussi connu pour son rôle d'Hellboy, Matthew Perry, excellent dans 17 ans encore, aux côtés de Zac Efron, Danny Trejo, le tueur au couteau de Desperado, également vampire dans Une nuit en enfer, William Sadler ou encore René Aubergenois, descendant direct de Murat et Caroline Bonaparte, mais qu'on connaît mieux pour son rôle dans Star Trek Deep Space Nine. Though I may have done some fooling, this is why I never fell. 'Cause On savait qu'il travaillait sur quelque chose, un nouveau jeu a priori, connu sous le nom de Projet Icarus. Après avoir bouleversé des millions de joueurs avec BioShock et refusé de travailler sur sa suite, BioShock 2, Kevin Levine, fondateur et directeur créatif du studio Irrational Games, s'était fait discret. Une discrétion qui provoqua un tsunami de rumeurs plus folles les unes que les autres. Et finalement, son nouveau jeu, le voici, BioShock Infinite. Rapture laisse la place à Columbia et l'eau s'est évaporée pour propulser le joueur dans les airs. Dans la peau de Booker DeWitt, un personnage étonnant en background cette fois-ci sans mystère, vous devrez explorer une ville flottant dans les airs accrochée à des ballons géants. Votre objectif ? Retrouver une jeune femme appelée Elizabeth avec laquelle vous pourrez interagir et a priori développer une relation unique. Mais admirez plutôt, ce trailer est tout simplement à pleurer, surtout lorsqu'on sait que le jeu n'est pas prévu avant un bon moment.
j'ai bien compris, Thierry, c'est une émission qui sera disponible sur le online. Ouais, tout à fait. Du coup, on n'est pas limité par les règles du CSA. Du coup, on peut être là, je peux fumer des clopes et tout, je peux aller boire de l'alcool, faire du cul et tout. Non, pas du tout. Attends, Pas je du vais tout. chercher Non, de la non, beuh. non, 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 mais Attends, truc de ça va être ouf. diffusé aussi à l'antenne. On va voir Crackdown 2, la critique, tout de suite. Putain, il est parti, j'hallucine. Sorti en février 2007, Crackdown, premier du nom, fut une des premières grosses exclusivités de la toute nouvelle Xbox 360. Développé par Real Time Worlds, le soft semblait fort prometteur puisque réalisé par Dave Jones, créateur entre autres d'un certain Grand Theft Auto. Le jeu prenait comme cadre Pacific City, une métropole futuriste où 3 gangs armés se mettent terreur et chaos et où l'agence, une police composée de clones génétiquement modifiés au pouvoir surhumain, tentait de nettoyer la ville de cette violence omniprésente. Armé comme un tank, vous incarniez l'un de ces super flics à la force démesurée. Le soft proposait un gameplay open world type GTA-like débridé où l'on pouvait soulever les voitures et lampadaires afin d'écraser ses ennemis, faire de gigantesques bonds de toit en toit façon Spider-Man ou plus simplement tout dézinguer à coups de lance-grenades et autres armes surpuissantes. Au final, même si certains y ont vu une bonne surprise, le jeu avait plutôt déçu. Objectifs principaux répétitifs, absence quasi totale de scénario, durée de vie médiocre. Bref, lassitude et ennui étaient malheureusement souvent au rendez-vous. Néanmoins, le titre possédait certaines qualités et sa jouabilité jouissive, bien qu'un poil capricieuse, parvenait à provoquer chez le joueur un sentiment grisant de puissance et de liberté, aussi bien verticale qu'horizontale. De plus, la réalisation, plutôt correcte pour l'époque, prenait le parti pris d'un léger cel shading et offrait à Crackdown une réelle identité visuelle. On espérait tout naturellement que pour Crackdown 2, les développeurs tenteraient de corriger les défauts du premier opus en gardant ce qui avait fait sa force. Désormais, nous pouvons en juger par nous-mêmes car c'est le 9 juillet 2010 qu'il débarque dans nos contrées. Toujours exclusif à la 360, cette suite a été confiée au tout jeune studio Ruffian Games, comptant notamment parmi ses rangs d'anciens développeurs de Crackdown, Fable 2, Project Gotham ou encore Mortal Kombat. Alors, question, Crackdown 2, ça donne quoi? Réponse tout de suite. Nous revoilà à Pacific City, environ 10 ans après les événements du premier épisode. Et pendant tout ce temps, il s'est passé plein de trucs pas cool. Tout d'abord, il y a eu cette mystérieuse infection d'une partie de la population qui s'est transformée en zombie. Et y a pas à dire, ces freaks, comme on les appelle, ils ont bien mis le dawa in the place, comme disent les jeunes de nos jours. En plus, s'il n'y avait qu'eux. Mais il y a aussi ces foutus terroristes de la cellule. Non contents de contrôler la ville, et donc de par leur nature terroriste de tout faire péter, ils se permettent en plus de freiner l'avancée du projet Sunburst. Non mais, c'est quand même dingue, le projet qui nous permettait d'éliminer la menace freak. Ils sont inconscients ou quoi? Non, bon, vraiment, de nos jours, il faut une police forte. Et d'ailleurs, l'agence a bien raison d'envoyer l'un de ses clones surboostés faire le sale boulot. Il y a de la racaille à dézinguer. C'est donc sur cette base scénaristique riche et profonde que l'aventure commence. Et vous débutez ainsi en tant que flic au sein de l'agence, vous disant qu'il y a quand même pas mal de taf pour que la ville retrouve son calme et sa joie de vivre. Mais ce n'est pas grave, vous êtes le CRS le plus cool et le plus balèze au monde. Alors, comme on dit dans le métier, a fortiori, l'important, c'est le gameplay. Ugly son of a bitch. We're gonna need bigger guns. Agent, let's get to work. Le jeu commence donc sur un basique choix entre 4 clones génétiquement modifiés, 4 sympathiques visages de représentants de l'ordre dévoués et passionnés. Après un bref tutoriel vous familiarisant avec les sauts, le tir, la couverture et les différentes aptitudes surhumaines de votre fonctionnaire, vous voilà largué en hélicoptère au beau milieu de la ville avec comme seul et unique objectif, pacifier. Dès lors, votre personnage revêtira un joli casque en plus de son armure, rendant totalement inutile le choix de visage fait précédemment. Mais passons, au fond, on s'en fout, ce n'est pas un RPG. La carte vous indique alors l'un des 3 objectifs principaux du jeu, qui constitueront la majorité de votre expérience solo sur Crackdown 2. Il y a tout d'abord les objectifs du projet Sunburst. Concrètement, ces missions consistent à reprendre aux mains des terroristes le contrôle de points d'absorption. Il suffit pour cela d'éliminer les terroristes présents, puis de se placer immobile sur un des interrupteurs situés au sol, et cela pendant une vingtaine de secondes. Une fois la barre de progression remplie, le point d'absorption est alors activé et opérationnel. Il convient donc de bien dégager la zone avant l'activation. En activant les 3 points d'absorption d'une même zone, notre ami pourra alors pénétrer le repère des freaks pour y déposer une balise, qui, une fois en place, carbonisera tous les zombies du secteur. Dans ces phases, il faudra défendre la balise des attaques des monstres qui se rueront dessus. Une fois la balise activée, c'est rebelote. On change de zone, point d'absorption, balise, jusqu'à l'éradication pure et simple des freaks.
Le deuxième objectif principal consiste à reprendre les emplacements tactiques contrôlés par la cellule. Now give the signal to request air support. En gros, vous vous pointez avec vos flingues, vous faites tout péter et vous trouez la peau à ces saloperies de communistes. De terroristes, pardon. Cependant, une fois un territoire sous le contrôle de l'agence, il faudra veiller à rapidement en faire de même pour les territoires alentours, où les malotrus s'empresseront de reconquérir la zone durement pacifiée. Ces objectifs, très bourrins et frisant le bordélique, vous donneront l'occasion d'apprécier la puissance de votre armement et l'extrême force de votre héros. Les ennemis sont nombreux, nerveux et n'hésitent pas une seconde à vous canarder généreusement dès que votre képi pointe le bout de sa visière. Enfin, la nuit venue, un troisième objectif apparaît sur votre carte, les brèches Freak. Ce sont des brèches d'où apparaissent de grosses quantités de monstres que vous devrez refermer en blastant tout ce qui en sort pendant un certain temps, un peu à la manière de Gears of War. Ensuite, l'hélicoptère se charge du reste et refermera définitivement la brèche. Répétitive à outrance, ces missions principales fonctionnent quasiment toutes de la même façon. Allez au point de rendez-vous, appelez les renforts et tirez sur tout ce qui bouge pendant un temps imparti ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une âme qui vive. Et le problème, c'est que ça tourne souvent au porte-nawak intersidéral. En effet, la visée automatique ne se loque à peu près jamais où l'on voudrait. C'est d'autant plus rageant que la difficulté est parfois extrême et il n'est pas rare de mourir car on n'arrive pas à faire ce que l'on veut. Dommage car le carnage est bel et bien possible et quand on y arrive, c'est un pur bonheur. Et l'on retrouve en cela la qualité de défouloir du premier Crackdown. L'autre qualité fondamentale du soft réside dans l'évolution de son personnage, dont les capacités sont divisées en 5 catégories correspondant à 5 couleurs. Vert pour l'agilité, jaune pour la force, orange pour la maîtrise des explosifs, bleu pour la maîtrise des armes à feu et violet pour la conduite. L'agilité régit la hauteur de vos sauts et votre vitesse de sprint, tandis que la force régit votre capacité à soulever des objets plus ou moins lourds. Les capacités armes à feu, explosifs et conduite se traduisent quant à elles par l'obtention de nouveaux véhicules boostés, armes lourdes et explosifs dévastateurs. Pour la plupart, ces compétences évoluent à l'usage, mais dans le cas de l'agilité, il vous faudra récolter des orbes en parcourant les toits de la ville, tel un Altaïr du futur en mission pour le ministère. Vous pourrez aussi participer à des courses sur les toits et ainsi obtenir un gain d'orbes vertes non négligeable, dans la mesure où plus vous collectez d'orbes d'agilité, plus vos sauts seront immenses. Et ça, croyez-moi, c'est bonheur! Vous devrez récolter des orbes violettes pour débloquer les différents véhicules du jeu, du simple véhicule de police au buggy lourdement armé en passant par la voiture ultra rapide qui envoie tout valser à votre passage. Naturellement, des courses automobiles sont aussi proposées pour gagner encore plus d'orbes, mais elles sont peu intéressantes. En effet, ces défis courses se résumant à traverser les différents checkpoints en un temps imparti, et cela tout seul, sans aucun adversaire. Un banal contre-la-montre qui manque cruellement d'intérêt, d'autant que la conduite est très approximative. De plus, réquisitionner une voiture en pleine rue façon Grand Theft Auto s'avère vite hors de question, tant la majorité des véhicules s'avèrent lourds et lents. On préférera largement sauter gaiement de gratte-ciel en gratte-ciel plutôt que de se coltiner le trajet en bagnole. Dommage donc qu'il faille se taper ces missions secondaires, synonymes pour la plupart d'ennui et de crispation, d'autant que l'évolution de son agent reste primordiale et se traduit souvent par des améliorations bien vite indispensables. Vous débloquerez ainsi la charge, dévastatrice pour qui se trouve dans le passage de notre cher Robocop, ainsi que de nombreuses armes dignes d'un porte-avions de combat, lance-grenades, fusils à dispersion, fusils Ingalls, mines de proximité, etc. Careful there. That peacekeeper is on your side. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit... c'est tout? Eh bah ouais, il y a à peu près que cela à faire dans Crackdown 2. La durée de vie s'en ressent grandement et il ne faut pas compter plus d'une douzaine d'heures pour finir les objectifs principaux. Le multijoueur n'est pas non plus ce qui se fait de mieux et à l'instar de l'aventure solo, devient vite répétitif. En résumé, force est de constater que la licence a conservé la quasi-intégralité de ses défauts et n'a pas vraiment amélioré sa recette et c'est fort dommage. Maniabilité imprécise, scénario tenant sur un mouchoir de poche, game system répétitif et lassant, on a plus l'impression d'une légère mise à jour que d'un véritable nouvel opus. La seule véritable nouveauté étant l'apparition de zombies dans la ville. Ouais, trop fort. Pour entacher un constat déjà peu réjouissant, notons la réalisation peu inspirée, voire carrément fade, ainsi qu'un moteur graphique bien faible comparé aux standards actuels. Les textures sont baveuses et les ralentissements lors d'explosions en cascade sont parfois très irritants et nuisent à la lisibilité générale. Encore une fois, on ne sent pas de réelle amélioration et la réalisation, qui à l'époque du premier volet faisait mouche, paraît ici bien dépassée. De plus, il est fort dommage de constater que l'environnement n'est pas destructible pour un sou.
Et mis à part quelques arrêts de bus, la moindre colonne semble en acier indestructible. C'est sûrement ici que réside le problème général du titre, qui semble ne pas aller jusqu'au bout de son concept, et nous propose une ébauche de jeu qui, s'il avait été plus complet et travaillé, aurait pu être jouissif. En résumé, malgré le plaisir certain que l'on éprouve à contrôler un surhomme, ce Crackdown 2 ne tient définitivement pas la comparaison avec un Just Cause 2 ou un Red Dead Redemption en termes d'expérience open world. Un titre qui se fera à coup sûr vite oublié, faute d'innovation. What I'm saying is... Bon, Crackdown 2, clairement, une déception. On va enchaîner avec une autre critique très rapidement, une autre critique d'un jeu Xbox, mais cette fois-ci disponible sur la plateforme de téléchargement de la 360, le XBLA. C'est un titre dont on avait parlé dans le dernier Classic 18+, le spécial E3, et donc c'est Limbo. Ouais. Donc une production indépendante, très impressionnante, mais vous allez constater tout de suite un petit peu tout le travail qui a été réalisé en termes de mise en scène en particulier sur ce titre avec la critique. Limbo est le tout premier jeu d'un studio indépendant danois créé en 2006 par Arden Jensen et Dino Patti. Ce titre avait déjà focalisé l'attention des plus curieux lors de la mise en ligne de sa première bande-annonce sur son site officiel. Animation sublime, direction artistique peu conventionnelle, gameplay plateforme a priori old school, Limbo aurait pu être signé par Tim Burton sans que cela ne surprenne personne. Il a très vite fait parler de lui en remportant en 2010 les prix d'excellence visuelle et d'excellence technique à l'Independent Games Festival, 2 prix amplement mérités. Présenté sur le stand Microsoft en juin dernier à l'E-Cube, où il a raflé une invraisemblable quantité de récompenses, Limbo a finalement été lancé à l'occasion du fameux Summer of Arcade, destiné à mettre en avant de prestigieuses productions sur le Xbox Live Arcade. Autant dire que l'on attendait un titre au moins aussi novateur et fignolé qu'un Braid ou un Flower, 2 références incontournables du jeu indé. Les points communs entre Another World et Limbo sont nombreux, comme nous allons le voir dans la partie Game System. Mais ces derniers ne se limitent pas à sa jouabilité pour également toucher sa narration. Aucune indication à l'écran, pas de dialogue ni de tutoriel. Le joueur est projeté dans un monde avec les règles duquel il devra apprendre à se familiariser en tâtonnant et en mourant. En fait, Limbo est encore plus dépouillé d'un point de vue narratif que le chef-d'œuvre d'Eric Chahi. L'aventure commence sans la moindre introduction ni explication quant à la raison de la présence de ce petit garçon dans les limbes. En fait, seuls les joueurs ayant fait quelques recherches sur internet apprendront que notre petit héros est a priori parti à la recherche de sa sœur disparue. Et c'est tout. Les développeurs sont restés volontairement vagues sur l'histoire du jeu afin que les joueurs partagent l'incertitude et l'angoisse du petit garçon. Un principe qui n'est pas sans rappeler l'un des fils spirituels d'Another World, le magnifique Ico. On notera également l'absence de scènes cinématiques. La mise en scène de Limbo se contente en effet de jouer sur les variations de luminosité qui viennent donner vie à de sublimes graphismes en noir et blanc granuleux. On remarquera aussi les mouvements de caméra qui éloignent ou rapprochent le joueur du petit garçon dirigé. Cette réalisation, aussi subtile que discrète, contribue à l'ambiance oppressante du jeu, encore renforcée par les bruitages travaillés et l'absence de musique. Comme Another World ou Ico, Limbo est un jeu de plateforme puzzle basé sur une progression par l'échec. Il est ainsi impossible d'anticiper certains pièges et le joueur devra assister impuissant aux morts atroces du petit garçon avant de pouvoir retenter sa chance et finalement avancer. On appréciera du coup que les checkpoints soient nombreux, ce qui permet de reprendre la main peu de temps avant le piège subi. Les énigmes sont plutôt tortueuses et jouent assez souvent sur le moteur physique réaliste du jeu. Des idées assez curieuses interviennent aussi de temps en temps, comme ces petites boules visqueuses luminescentes qui, une fois accrochées sur la tête du petit garçon, contraignent ses mouvements en forçant le joueur à suivre une direction précise. Mais on ne veut pas trop en révéler. Limbo se vit plus qu'il ne se joue, même si la partie plateforme demande un minimum de dextérité. Finalement assez classique dans son gameplay, ce jeu de plateforme puzzle surprend avant tout par sa direction artistique, sa noirceur inattendue et ses liens de parenté rétro avec des références absolues du genre. Sans doute un peu court, mais finalement pas plus qu'un jeu comme Another World, Limbo est une acquisition indispensable pour les joueurs adultes et férus d'ambiance travaillée. Difficile de ne pas s'émerveiller devant le travail accompli par les graphistes et les animateurs, le studio Playdead n'ayant pas pour autant oublié de développer un jeu exigeant aux énigmes ardues. Si Edgar Poe avait développé un jeu vidéo, il aurait sans doute ressemblé à Limbo.
truc Thierry Limbaud, glauque, les enfants, Glauque, tout ça. mais bon. Voilà. Mais d'un point de vue visuel, vraiment intéressant. Un petit peu comme ce qu'on va voir dans 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Autre style. Art style Light Oui, Tracks. tout à fait. Une course de traits. Fluo, des traits fluo. Light Tracks, le petit dernier de l'excellente série Hardstyle sur WiiWare, est une nouvelle fois un remake d'un des jeux conceptuels de la gamme Beat Generation, sorti sur GBA en 2006. Sur l'ancêtre de la DS, Light Tracks s'appelait ainsi Dotstream. Dans les deux jeux, l'objectif consiste à diriger un point lumineux qui laisse derrière lui une longue traînée rappelant les courses de moto du film Tron. 3 modes de jeu sont proposés, course simple, compétition et autoroute. La dernière option du menu, démonstration, propose quant à elle des vidéos pseudo-tutoriels pour le moins avares en conseils pratiques. Autant le dire de suite, le jeu manque cruellement d'explications et il faut vraiment s'accrocher pour comprendre la logique et l'intérêt du jeu. Ce 3 minutes pas plus vous permettra au moins de comprendre les règles et astuces de base. On va commencer par la course simple, qui se joue comme le mode compétition. Ce dernier se présentant sous la forme d'un championnat, avec attribution de points en fonction de votre position sur la ligne d'arrivée. Dans les deux modes, l'objectif consiste à franchir la ligne d'arrivée en premier. On joue en tenant la Wiimote à l'horizontale. Le bouton 2 sert à booster, le bouton 1 à freiner. Et il est également possible de booster à l'aide du bouton A au détriment d'une vie. Chaque collision avec un élément du décor se fera en effet au détriment d'un cœur, situé en haut à droite de l'écran. Si les premiers circuits sont relativement faciles malgré les incessants changements de perspective, dès le 3e set de circuits, les choses se compliquent sérieusement avec des obstacles mouvants dans tous les sens et des passages de plus en plus exigus. Dans Light Tracks, tout est une question de position et de gestion de son boost. Ce dernier se remplit uniquement lorsque vous êtes à proximité du tracé lumineux d'un adversaire. Prendre la tête de la course est ainsi une véritable prise de risque puisqu'il n'est alors plus possible de remplir sa jauge et donc de booster. On doit également se battre pour obtenir la meilleure ligne afin de ne pas perdre trop de temps dans les ralentisseurs ou de se voir contraint d'emprunter une voie moins directe. Tout est donc question de timing et d'anticipation. Quant au mode autoroute, il propose un gameplay légèrement différent et une vue de dos plus classique. L'objectif consiste cette fois-ci à remplir un petit compteur de zones situé à gauche de l'écran dans le temps imparti. Le seul moyen d'avancer consiste à rester collé aux autres rayons lumineux qui vont et viennent sur le circuit, tandis que le moindre choc ou franchissement de ligne vous fera virtuellement reculer. Light Tracks est donc un jeu de course parmi les plus originaux. Ultra tactique, difficile d'accès malgré l'extrême simplicité de ses contrôles, doté d'une direction artistique délicieusement rétro et d'une superbe bande-son techno, cet art style ne fera sans doute pas l'unanimité. Mais si vous adhérez à son concept, alors vous aurez bien du mal à décrocher. Un FPS, un gros titre Electronic Arts, l'un des événements du dernier E3, également une licence qui revient sur le devant de la scène, un sérieux concurrent à Call of Duty, une interview, et on la voit tout de suite. The war rages on. We have dealt the enemy many crushing blows. Le prochain Medal of Honor ne portera pas de titre à rallonge, juste Medal of Honor. Une manière explicite de repartir à zéro, de faire peau neuve. Ce nouveau FPS entend donc bien rompre avec l'image surannée de la série. Fini l'éternelle toile de fond Seconde Guerre mondiale et bienvenue en Afghanistan. Un cadre d'actualité renforcé par l'angle exploité. Vous intégrez en effet un groupe de Tier 1, l'élite de l'armée américaine. Une troupe très entraînée, comme nous l'explique Richard Farrelly, le directeur créatif du jeu. A different breed of warrior is required. There are about 2 million individuals in the U.S. Armed Forces, men and women. About 50,000 of those are in the Special Operations Command, and only a few hundred of those are considered to be Tier 1 operators. And they are basically the elite of the elite Special Forces. Des spécialistes donc, avec qui les équipes d'EA ont eu l'occasion de collaborer. We're fortunate enough to be able to work directly with some of these guys. Some of whom are still active, some of whom are not. They come to our studio and they help us, craft the most authentic experience possible for the player. EA compte cependant se démarquer de la concurrence et ajouter son grain de sel.
Le géant américain insiste sur le caractère authentique de l'expérience vécue, sans pour autant négliger le gameplay, que l'on nous promet aussi varié que possible. There's a lot of different variety of gameplay. At its core, it's still a fast-paced first-person shooter action, a bit like a military shooter. So you'll see a lot of the more, classic features like, aiming down the sights of your rifle and, machine guns and hand grenades and those sorts of things. We break it up a bit with, direct assault missions or infiltration missions. As you saw in the trailer video, there's helicopters involved and other vehicles. So there's quite a bit of variety in this solo campaign. Parmi l'armada à disposition, le joueur aura l'occasion de se servir du MP7, un fusil d'assaut utilisé par le Tier 1 sur le terrain. Très léger, sa grosse cadence jumelée à sa capacité à perforer les blindages en font un pistolet digne d'un fusil. Vous retrouverez d'autres armes, telles que le fusil à pompe TOZ 194 et 870 MC2. Il faudra néanmoins monter en grade pour les débloquer. Afin de justifier cette variété, les développeurs ont d'ailleurs choisi d'adopter différents points de vue au sein même du jeu. In the game, you can play from multiple points of view. I'm not going to get into the specific exactly how many characters you play, but you do play a Tier 1 operator, and you do play a member of the U.S. Rangers. And we kind of vary the gameplay up there, whereby, as a Tier 1 operator, you get to do, as you said, infiltration missions. So it's like a quieter action where you have the opportunity to sneak up on your foes. You get to use high-tech interfaces to call fire down onto things, as you saw. The night vision goggles, all that sort of stuff that those guys use on a daily basis. And then conversely, as a U.S. Ranger, it's more of a heavy assault force, action, explosions. Désormais indissociables du genre FPS, les événements scriptés seront bel et bien présents dans Medal of Honor, histoire d'assurer le spectacle. Mais les développeurs ne se sont pas uniquement focalisés sur eux. We've been working a lot on the AI to make a very non-scripted AI. We are telling a story, so there are scripted moments, but we try to keep them separate from the actual firefights and the actual the shooting gameplay. Une des particularités de ce titre est d'être développé par deux studios distincts, dont celui responsable de la série Battlefield, une référence du FPS multijoueur. We're partnering with DICE in Sweden to create our multiplayer, so that we can give the attention to the single player that it requires. And we feel very confident that DICE, with their world-class multiplayer experience, is going to be able to craft a great experience for the multiplayer, while we do the same for the solo player campaign. Pour la bande-son, IS est associé avec le groupe de néo-metal Linkin Park. Peut-être une volonté de montrer un nouveau visage, plus dynamique, rajeuni, bref, plus proche des tendances actuelles, Modern Warfare en tête. Mais la question reste ouverte, est-ce que MOH a réellement sa place sur le marché ultra concurrentiel des FPS modernes? I think we still have our place in the market. I think that, they're all great games, and we're all competitors. They play our games, we play their games. But for us, the Medal of Honor has always had its core tenets of respect for the soldier and a commitment to authenticity. Alors est-ce que ce reboot de la série Medal of Honor parviendra à faire de l'ombre au prochain Call of Duty Black Ops? Réponse le 14 octobre prochain, soit un petit mois avant la sortie du blockbuster Activision. Alors le showtime de ce mois-ci, Thierry, c'est un showtime un petit peu bizarre. Tu étais avec moi, on a vu les images. Je t'ai aidé pour la 16e. Tout à fait, ouais. Il s'agit de Ninja Chop, donc ninja, chop tranché. Et même si d'un point de vue vidéoludique, ça présente très peu d'intérêt, visuellement, il y a quelque chose d'intéressant. Si on a un petit peu d'imagination, vous allez voir ça tout de suite, showtime. Pour ce showtime estival, j'ai décidé de jouer la carte de la fraîcheur avec un titre indé sorti sur le Xbox Live. Développé par 000, un jeune ayant probablement du temps à perdre, Ninja Chop est un jeu dans lequel il vous faut trancher des bouteilles de lait.
si s'inspirer d'une pratique bien connue de tous ceux qui nous regardent est effectivement original, force est de constater que d'un point de vue ludique, c'est bien bidon. Une fois que l'on maîtrise l'aspect timing, au bout de quelques secondes en fait, le soft ne présente strictement plus aucun intérêt, si ce n'est celui doté à notre kunoichi, les quelques pièces de vêtements que l'on débloque au cours du jeu. Et c'est à ce moment précis que notre imagination prend le relais. On se surprend donc à essayer les différentes tenues de l'héroïne, parmi lesquelles on retrouve bien évidemment l'infirmière, la maid, mais aussi l'Asian slut. On perd également pas mal de temps sur les angles de caméra, essayant d'exploiter au maximum ce qui se fait de mieux dans le domaine de la contre-plongée. Au final, Ninja Shop peut constituer une bonne tranche d'entertainment pour ceux dont les exigences ne sont pas trop élevées. Une expérience un peu bizarre qui a toutefois le mérite de rapprocher deux univers qui n'ont strictement rien à voir, les ninjas et les produits laitiers. Enfin, vous remarquerez que tout au long de ce showtime, le terme bukkake n'a pas été prononcé une seule fois. Ah bah non, merde. Après le jeu indépendant Ninja Shop, on va maintenant passer à un énorme blockbuster d'un studio plutôt renommé, puisqu'on leur doit la série des Hitman. Et ils ont donné une suite à Ken & Lynch, donc c'est Ken & Lynch 2. Et donc ils ont complètement revu la réalisation du jeu, donc avec vraiment des effets de caméra et de mise en scène qui se rapprochent un petit peu du travail d'un Michael Mann par exemple à Hollywood. Et par contre, la grande question c'est, oui, on peut faire un truc ultra péchu visuellement, il faut quand même que le gameplay suive. Donc est-ce que le gameplay suit? La réponse avec la critique. Décrié à sa sortie en 2007, Ken & Lynch Deadman souffrait de défauts reconnus par son géniteur, le studio de développement IO Interactive à qui l'on doit l'excellente série Hitman ainsi que Freedom Fighters et Mini Ninja. Système de couverture et visée bancale, intelligence artificielle pas au top, réalisation décevante, absence d'un mode coop local, gameplay pas franchement original, le premier Ken & Lynch, annoncé comme une révolution, avait laissé plus d'un joueur sur sa faim malgré la présence de personnages charismatiques. Avec cette suite, IO Interactive et son éditeur Square Enix n'ont pas renoncé à leur politique de communication agressive. Les vidéos promotionnelles ont envahi le net et les écrans télé afin de faire monter la sauce, pour reprendre l'expression consacrée, créant ainsi une attente importante chez les joueurs et les amateurs de TPS en particulier. Cette attente, induite par un marketing tsunami, est à double tranchant, puisqu'elle place sur les épaules du studio une pression supplémentaire alors que la plupart des joueurs intéressés étaient déjà en embuscade, la faute à un premier volet décevant et une concurrence acharnée. Et on est malheureusement bien forcé de constater que cette suite, aussi ambitieuse soit-elle d'un point de vue mise en scène, ne répond en aucune façon aux attentes suscitées par les ambitions affichées par le studio. Lynch, Kane, bienvenue à Shanghai. Après avoir joué Ken dans le premier volet, l'histoire est cette fois-ci centrée sur le personnage psychotique de Lynch. Faisais un bail, tu vas bien? Ah, laisse-moi prendre ça. C'est bon. Les fans s'interrogeaient d'ailleurs sur ce choix et ses implications en termes de narration et de contenu. Eh bien sachez qu'elles sont nulles, ou presque. Lynch s'étant sérieusement assagi pour finalement renoncer à certaines de ses addictions. En fait, les auteurs ont décidé de faire l'impasse sur les événements de Deadman pour reprendre leur personnage dans un autre contexte. Ta fille, ça va? Ouais, ça va. Parce que après tout ce qu'il a vécu... Elle va bien, j'ai dit, alors fais pas chier avec tes questions. Ok. Lynch vit ainsi à Shanghai avec sa petite amie. S'il travaille pour un boss de la pègre locale, il n'en est pas moins un homme changé, car amoureux. T'es prévu pour jeudi matin. Les longues phases de chargement entre les chapitres nous laissent d'ailleurs profiter des appels téléphoniques de Lynch à sa belle, ce dernier semblant définitivement accro. Salut ma puce. T'es rentré? L'aventure commence avec l'arrivée de Kane à Shanghai, qui vient donner un coup de main à son ancien camarade dans le cadre d'un gros trafic d'armes. Mais avant même de poser ses affaires à l'hôtel, il est entraîné par Lynch dans un règlement de compte qui tourne mal. Une fille meurt. Un type se suicide. Et 2 jours plus tard, les 2 compères se font torturer à mort. Des images nous les présentent d'ailleurs pendant quelques secondes, attachés sur des chaises et couverts de sang, en train de hurler alors qu'ils se font découper comme des porcs, durant une mini-introduction précédant le début de la partie. Lynch! Je te tuerai, enculé! La campagne solo de Ken & Lynch 2
Également jouable en coop online ou en split screen, se déroule ainsi sur un laps de temps très court, quelques jours seulement, et possède pour cadre unique la ville de Shanghai. Faut qu'on s'en aille. Qu'on quitte le pays. Globalement, le scénario du jeu mise davantage sur une réalisation impactante, plus que sur ses rebondissements ou sa richesse. Désolé. Les 11 chapitres du jeu se terminent en 6-7 heures max et se contentent d'enchaîner les fusillades. L'interprétation des dialogues de Ken et Lynch, que ce soit durant les cinématiques ou en cours de jeu, s'avère excellente. Ils sont déjà là. Et voilà. En VO comme en VF, les acteurs sont convaincants et impliqués. L'absence de synchronisation labiale, y compris en anglais, est en revanche très perturbante. T'es un beau salaud, Lynch. Tout ça, c'est de ta faute, alors. On peut passer discrètement. Ne fais rien qu'on regrettera. Ok. Je vais essayer. Les défauts du premier jeu, pourtant identifiés et reconnus par le studio de développement, n'ont pas été corrigés. La visée est imprécise et il n'est pas rare de vider son chargeur dans le visage d'un adversaire, tandis que ce dernier nous regarde en souriant de toutes ses dents. L'intelligence artificielle des ennemis laisse une nouvelle fois à désirer et les bugs sont nombreux. Il arrive ainsi qu'un NPC freeze pour bloquer la progression. Le système de couverture manque d'impact et s'avère bien inférieur à celui de Gears of War premier du nom. Pour ce qui est du gameplay pur, ce third-person shooter a fait l'objet de choix radicaux à l'image de la mise en scène et de la direction artistique du jeu. Ken & Lynch 2 ne fait pas dans la dentelle pour enchaîner jusqu'à l'overdose et l'évanouissement les gunfights. En gros, on avance dans des niveaux relativement fermés, proposant néanmoins souvent des chemins parallèles, coop oblige. On rentre dans une pièce, on se planque derrière un bureau, on shoot à tout va, on investit la pièce suivante, on se planque, on shoot à tout va, et ainsi de suite. Les seules actions coop demandées se limitent à l'ouverture de lourdes portes grillagées ou à des courtes échelles. Le strict minimum donc. Le ou les joueurs sont ainsi constamment dans le feu de l'action. Il n'est pas question ici de se la jouer infiltration ou de varier le gameplay d'une quelconque façon. Et lorsqu'on ne shoot pas à tout va, on court. Ce systématisme semble néanmoins partir d'une volonté des développeurs de littéralement plonger le joueur au cœur de l'action, en ne lui laissant jamais l'occasion de respirer ou de réfléchir. La mise en scène du jeu épouse d'ailleurs de façon assez spectaculaire et radicale cette volonté d'immersion dans l'action. L'image est granuleuse et la caméra portée à l'épaule. Lorsque l'on court, la caméra tangue comme si le joueur était filmé par un caméraman lui aussi en train de courir. On pense ainsi au travail de mise en scène d'un réalisateur comme Michael Mann, qui joue sur les focales, les inserts et une nervosité de tous les instants afin de placer le spectateur au plus près de ses personnages. Dans les derniers films de Michael Mann, comme Collateral, Deux flics à Miami ou Public Enemies, on a l'impression de pouvoir toucher ces personnages. Dans Ken & Lynch 2, on finit par avoir le souffle court à force de courir et de se prendre des balles. Cette mise en scène novatrice ne plaira pas à tout le monde, d'autant qu'elle s'accompagne d'un côté volontairement amateur, avec des effets de flair, de surexposition, ainsi que des sauts d'images et des artefacts vidéo lors des explosions. Les headshots s'accompagnent également de mosaïques pixelisées, pour le moins déconcertantes dans un jeu 18+. Ces pixels ne sont pas là à des fins de censure, mais visent a priori à renforcer la violence du jeu en la camouflant. Un parti pris une nouvelle fois définitif et pour le coup assez bancal. On peut ici parler de fausse bonne idée. Il n'empêche que ces choix radicaux en matière de direction artistique parviennent à distinguer nettement Ken & Lynch 2 de ses concurrents. Dommage que le gameplay n'ait pas fait l'objet de la même inventivité et de prise de risque autre qu'une volonté affichée d'étouffer le joueur en multipliant les fusillades. Vous aurez constaté qu'on a finalement davantage parlé de mise en scène que de gameplay, pour la simple et bonne raison que ce dernier est malheureusement le parent pauvre du jeu. Finalement, le jeu s'en sort avant tout grâce à ses nombreux modes multijoueurs, dont le fameux Fragile Alliance, déjà présent dans Deadman, et les nouveaux Undercover Cop et Cops and Robbers. Visuellement, Ken & Lynch 2 remplit son contrat en proposant une approche inédite entre les réalisations de Michael Mann et les films amateurs YouTube. On a ainsi l'impression de jouer dans un film documentaire en cours de tournage sur la mafia chinoise. Malheureusement, le mixage sonore n'est pas à la hauteur du traitement graphique et manque cruellement de pêche, diminuant ainsi l'impact des scènes cinématiques. Techniquement, le jeu laisse aussi à désirer avec des bugs trop nombreux et des textures faisant souvent ressembler les personnages à des poupées de cire. À la fois trop classique et répétitif, le gameplay, que ce soit en solo ou en coop, finit par lasser. On s'ennuiera ainsi avant même de finir la campagne, pourtant très courte. En split screen, les joueurs devront également supporter des petits encarts texte qui viennent perturber une visée déjà sujette à critique. Bref, le jeu manque de finition. Finalement, Ken & Lynch 2 aurait sans doute fait un meilleur machinima. Dommage. Merde. Lynch, regarde pas. Alors, Ken & Lynch 2, pas top.
Décevant, très décevant. Ouais, un petit peu à l'image du premier, qui avait pas reçu des pures critiques non plus. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, il avait été donc testé sur GameSpot, un site de jeux américain, et il s'était fait un petit peu descendre. Enfin, c'était pas une note grave, ça devait être un 6 sur 10, mais bref, le rédacteur l'avait un peu descendu et ça lui avait valu un licenciement, tout simplement. Carrément. Voilà. Donc, alors officiellement, GameSpot a dit non, c'est pas à cause de ça, mais on sait que si Eidos avait acheté de la pub pour le site, tout ça, et du coup, ils n'avaient pas très bien apprécié la critique. Toute la communauté gameuse de GameSpot s'était un petit peu rebellée. Il y a eu des désabonnements massifs, mais bon, au final, ça a rien changé visiblement. Ça fait peur du coup pour le 2 parce que ça risque d'être une hécatombe dans la presse parce qu'il n'a vraiment pas été très bien accueilli. On va terminer sur cette petite note et bah voilà, c'est la dernière de la saison, c'est la dernière aussi de Jean-Michel Labougie. Et puis on vous promet pour la rentrée, en tout cas pas mal de petites nouveautés, des surprises et éventuellement d'ailleurs un changement de décor en plus du changement de bougie. On pourrait tourner genre dans un manoir façon porno chic, tu vois. Non, tu peux en parler à Alex. Alex est toujours à l'écoute. Ah bien. Ok. Bon bah à bientôt. Ciao.